Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Continent sur TV Africa. En juillet dernier, suite aux manifestations de juin qui ont secoué le Togo et conduit à de nombreuses arrestations, le ministre de la Sécurité, Kalis Madoulba, a annoncé lors d'une conférence de presse que le gouvernement togolais avait émis des mandats d'arrêt contre les instigateurs dont la plupart résident dans la diaspora. Les autorités togolaises estiment que les actions de ces instigateurs s'inscrivaient dans un agenda de violence gratuite et un terrorisme organisé visant à perturber l'ordre public. Pour le ministre de l'administration territoriale, le colonel Odabalo Awate, de son côté, ces manifestations étaient en réalité des actes de manipulation et de propagande. Cependant, cette annonce contraste fortement avec la présence des membres de ce mouvement actuellement à New York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies où ils portent selon eux un plaidoyer auprès de la communauté internationale sur la lutte menée par le peuple togolais. Cette situation nous amène aujourd'hui à examiner de plus près les dimensions juridiques, diplomatiques et politiques des mandats d'arrêt internationaux. Pour m'aider dans mes échanges ce soir, je suis avec M. Gabin Adiaro, un habitué de cette émission. Bienvenue à vous, M. Gabin. Merci de m'avoir invité. Bonsoir aux internautes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et surtout bon début de week-end à tout le monde. Alors, malgré le mandat d'arrêt international émis par les autorités togolaises contre les membres du mouvement du 6 juin, ces derniers sont toujours libres de leur mouvement, il faut le dire, et engagent à leur tour des actions contre les autorités togolaises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne le mécanisme des mandats d'arrêt internationaux? Oui, bon, les mandats d'arrêt internationaux, ce n'est rien d'exceptionnel, hein, c'est juste un mandat national émis par un juge ou bien une juridiction qui est signalé quand même à l'Interpol. Interpol qui va se charger quand même de faire l'alerte qu'on appelle souvent Red Notice ou bien c'est le français Notice Rouge qui est souvent signalé dans les passeports de ces incriminés-là à l'intérieur. Et donc par après, c'est signalé pratiquement à tous les pays hein, qui sont quand même qui font partie de la Convention. Et donc par après, ces pays-là peuvent décider ou non d'arrêter les incriminés. Donc, c'est quelque chose qui est fait du national à l'Interpol. Interpol qui va se charger quand même de porter l'information de porter l'information à la connaissance des autres pays. Les autres pays qui vont décider d'arrêter quand même l'individu ou bien de ne pas l'arrêter. Donc, en matière de mandats d'arrêt internationaux, il n'y a pas véritablement de contraintes hein, à ce qu'un pays qui peut-être à l'individu hein, chez lui de l'arrêter et ça ne contraint à rien. C'est comme si bon, un Togolais qui réside peut-être au Ghana ici, si le Togo délivre un mandat d'arrêt international contre ce Togolais-là, rien n'oblige quand même l'État ghanéen à arrêter le Togolais. En fait. Et encore que, faudrait-il que, bon, voilà, après arrestation, ou bien quand on signale ce genre de choses, il faudrait qu'il y ait un mandat ou bien qu'il y ait quand même, comment je peux le dire, qui est un contrat quand même d'extradition entre les pays, qui est une convention d'extradition entre les pays pour que ce pays-là accepte d'extrader le citoyen ou bien l'incriminé dans le pays qui a quand même formulé le mandat d'arrêt international. Donc, ces mandats d'arrêt internationaux ne sont d'aucune contrainte pour les États dans lesquels habitent les citoyens qui sont incriminés. Alors, en droit international, il y a quelque chose aussi qu'il faut souligner. Il faudrait que le fait qu'on reproche quand même à ce citoyen-là qui est recherché par Interpol, il faudrait que ce fait aussi soit incriminé de l'autre côté. De l'autre côté, par les autres pays. Par les autres pays, c'est très important. Si les autres pays ne reconnaissent pas ces faits-là comme des faits pouvant aboutir à des sanctions pénales, alors on peut ne pas l'extrader. Donc c'est trois conditions concomitantes, c'est-à-dire il va falloir que l'État formule
premièrement la demande qui est ensuite soumise à l'Interpol, l'Interpol qui va se charger quand même de faire le red notice, qui alerte quand même les autres États que voilà, tel individu est en train d'être recherché par un tel État pour tel fait. Et maintenant, c'est à l'État, par rapport à la convention d'extradition, qui le lie à l'autre État, qui décide d'extrader l'individu ou de ne pas l'extrader. Donc, c'est un peu cela qui est lié quand même à l'histoire du mandat d'arrêt international. Alors, comme tout à l'heure je le disais, en droit international, quelles sont les conditions spécifiques qui justifieraient pleinement une demande d'arrestation internationale? Bon, il faudrait que les faits reprochés quand même à l'individu soient assez graves et les faits reconnus internationalement, c'est des cas de terrorisme, de corruption et d'autres faits afférents. Donc, ce sont ces faits-là qui font en sorte que les États se précipitent à arrêter l'individu. C'est quand même très important de le signifier. Les cas de terrorisme, c'est quand même ce qui est le plus reconnu, hein, parce qu'on estime que c'est un individu très dangereux. Et pour l'État qui formule la demande et aussi pour les autres États. Mais aussi et surtout, il faut savoir que c'est un fait incriminé ou bien reconnu pénalement par toutes les juridictions internationales, le cas de terrorisme, donc c'est ce qui est reconnu, les cas de corruption aussi, et d'autres faits aussi assez graves qui pourraient quand même nuire à un État. Donc ce sont des conditions qui peuvent plaider réellement à ce que l'individu soit extradé ou bien soit ramené dans son pays d'origine pour être jugé. Mais là aussi, il faudrait que certaines conditions soient réunies parce que premièrement, il va falloir que l'État qui formule la demande arrive à être un État assez poli, c'est-à-dire un État de droit, véritablement un État dans lequel la justice est indépendante et que l'équité dans la justice est reconnue. Et surtout, il faudrait que l'État à qui on formule la demande d'extradition arrive aussi à faire ses enquêtes et relève véritablement que les faits qu'on est en train de reprocher à l'individu ne souffrent pas ne souffrent d'aucune ambiguïté, qu'il n'y a pas des relents politiques derrière et donc on peut accepter quand même d'extrader l'individu. Donc premièrement, pour extrader un individu, il faudrait que les faits qu'on reproche quand même à cet individu-là soit aussi incriminé de l'autre côté. Mais aussi et surtout, il va falloir que le pays vers lequel on va extrader l'individu, il va falloir que ce pays-là respecte les droits de l'homme. Il va falloir que celui-là qu'on va extrader, ses droits soient respectés et que ce pays qui demande quand même l'extradition soit reconnu comme pays respectant les normes internationales, c'est-à-dire les droits de l'homme. Alors, avant les membres du M66, il faut dire que le Togo avait déjà émis des mandats d'arrêt internationaux contre d'autres compatriotes comme par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale, Agbeome Kodjo, et plus récemment le journaliste Ferdinand Haïté. Pourquoi les mandats d'arrêt émis par le Togo ne semblent pas fonctionner? Parce qu'il faut le dire ainsi, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bon, je ne sais pas comment ça se fait véritablement au niveau de la justice togolaise, si véritablement c'est la justice togolaise qui formule ces mandats d'arrêt internationaux ou bien c'est juste des personnalités ou bien des institutions qui se chargent de formuler les mandats d'arrêt internationaux vis-à-vis de ces Togolais-là. Mais tout compte fait, je viens de citer plusieurs choses qui doivent faire à ce que ces personnes-là soient arrêtées. Et donc peut-être que ces conditions-là ne sont pas réunies pour que les Togolais à l'extérieur soient arrêtés, soient appréhendés par la justice. Quand vous parlez de conditions qui ne sont pas réunies, vous voulez dire? Oui, quand je parle des conditions qui ne sont pas réunies, peut-être que les faits qu'on leur reproche ne sont pas premièrement incriminés dans les autres pays dans lesquels ces individus-là résident, mais aussi et surtout, peut-être que ces États-là estiment que c'est derrière ces accusations qu'on est en train de... les accusations formulées à l'encontre de ces individus-là, il y a quand même des intentions politiques et donc c'est par rapport à leurs convictions politiques ou bien par rapport à ce qu'ils dénoncent politiquement, à leurs opinions politiques, que ces individus-là sont poursuivis. Parce que une chose est de dire que non, quelqu'un est terroriste ou bien veut déstabiliser un État, mais une autre chose est de prouver réellement par des éléments matériels que cet individu a envie réellement de déstabiliser l'État ou bien il faut arriver à prouver les faits que vous lui reprochez. Mais si ce sont des accusations vagues,
que vous formulez, alors l'État là va se retrouver dans une impossibilité d'extrader quand même des individus parce que, vous savez, ces pays-là, quand on parle des pays sous les tropiques, les Occidentaux ont souvent peur des conditions de détention et autres là. Et quand nous prenons juste le cas de la justice togolaise où l'Union européenne elle-même a eu à investir assez de fonds pour la modernisation, quand on a demandé au Togo de raser pratiquement la prison civile de Lomé et de reconstruire une autre, et que tout ça n'est pas encore fait, vous imaginez un peu que bon, ça va être très incompréhensible pour que ces pays-là acceptent d'extrader un citoyen, quelqu'un qui vit chez eux, et surtout qu'on n'est pas sûr que les faits qu'on leur reproche soient avérés, soient vérifiés réellement, parce qu'il n'y a pas d'éléments matériels pour prouver que ces individus-là veulent réellement faire ce qu'on pense qu'ils veulent faire. Donc, pour moi, je pense, et ça c'est mon analyse personnelle, moi je pense que c'est compte tenu d'un certain nombre de choses et surtout compte tenu des relents politiques, des opinions politiques de ces citoyens togolais-là qui sont à l'étranger, que ces pays occidentaux refusent de les extrader ou bien de les arrêter, tout simplement parce qu'ils se disent, bon, peut-être qu'ici au Togo, ils n'auront pas une justice équitable, ils ne seront pas jugés équitablement et ne pourront pas bénéficier de toutes les conditions normales pour un détenu parce que bon, déjà il y a des cas qui sont signalés et même quand nous prenons juste le centre de détention de la capitale, ça pose problème et donc ces pays-là qui sont quand même très frileux de la question des droits de l'homme ne peuvent pas accepter, arrêter et extrader des citoyens qui résident dans leur pays. Récemment, les organisations de la société civile ont dénoncé de nombreux cas de torture et traitements inhumains au Togo. Pensez-vous que le Togo remplit les conditions requises en matière de respect des droits de l'homme pour demander l'extradition des membres du M66, selon vous? Bon, je venais d'en parler parce qu'il faudrait que, premièrement, quand on parle d'extradition, c'est une question de justice. Et il faudrait que la justice soit assez indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la justice togolaise est totalement indépendante? Je ne saurais le dire. Ça, c'est aux Togolais de répondre véritablement à cette question. Et quand on prend le cas de la prison civile de Lomé, quand on parle des conditions de détention et surtout de l'organisation d'un certain nombre de procès, vous connaissez l'opinion des Togolais, surtout des Occidentaux par rapport notamment à la prison civile de Lomé. On a eu notamment à voir dans le cadre des députés de l'Union européenne parler du cas de détention d'Aziz Gouma, Abdelaziz et tout ça. Donc ça pose un réel problème d'indépendance et de la justice togolaise, mais aussi et surtout des conditions dans lesquelles sont détenus quand même les prévenus togolais. Donc à un moment donné, je ne peux pas dire que le Togo n'a pas ou bien ne remplit pas toutes les conditions requises pour demander l'extradition ou bien pour que ces mandats d'arrêt se fassent exécuter. Tous les pays peuvent demander quand même l'extradition ou bien peuvent formuler un mandat d'arrêt international contre un citoyen entre griffes qui est incriminé d'un certain nombre de choses. Si l'État en question, l'État résidentiel de l'individu estime réellement que bon, ce qu'on est en train de lui reprocher, c'est avéré et que bon, il doit répondre de ces accusations, eh ben, c'est tout à fait normal que bon, l'État aussi l'appréhende. Parfois même, il y a dans certains cas où on estime que le pays qui formule l'extradition n'est pas en mesure de juger de manière équitable respectant les droits de l'homme, l'individu en question. Et donc ce pays-là, qui est quand même le pays résidentiel de l'individu, se charge d'organiser un procès pour que cette personne-là soit jugée dans de meilleures conditions et dans le cas contraire, et dans un cas où il serait détenu, qu'il soit détenu dans de très bonnes conditions. Donc, si le Togo estime que bon, ces individus-là sont assez dangereux, que bon, il leur reprocher un certain nombre de choses, bah, le Togo peut formuler donc un mandat d'arrêt international. Encore, faudrait-il que le Togo arrive à prouver par des éléments matériels. Donc, vous voulez dire jusqu'à présent, le Togo n'arrive pas à réellement prouver? Ben, ce n'est pas moi qui le dis, parce que si le Togo est arrivé à prouver réellement les faits reprochés à ces citoyens-là, je pense que ces pays se retrouveraient dans l'obligation de les arrêter. Parce que imaginez qu'on vous dise que non, il y a des terroristes chez vous, parce que si
je m'en tiens au propos du ministre de l'administration territoriale, Awateo Dabalo, qui avait dit notamment que ces gens-là sont des terroristes. Et donc, imaginez que, bon, vous êtes en France et puis on vous dit que, bon, vous hébergez des terroristes chez vous. Alors que la France lutte depuis belle lurette contre le terrorisme. La France, après les éléments de preuve, allait quand même sursauter sur cet individu-là pour l'arrêter. Si ce n'est pas fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que les preuves concordantes n'ont pas été apportées et donc ces individus-là ne sont pas inquiétés du tout par la justice française. Les membres du mouvement du 6 juin aujourd'hui se trouvent actuellement, il faut le dire, aux États-Unis, précisément à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Peut-on conclure que les États-Unis n'appliquent ou n'exécutent pas les mandats émis par le Togo? Comment expliquez-vous cela en tant qu'analyste? Oh non, vous savez, les responsables du M106, ce sont des gens qui résident dans des pays européens et même peut-être aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, comme je le disais, peut-être que ces faits-là ne sont pas reconnus par les autres États et que, bon, ces pays-là estiment que ce ne sont pas des individus dangereux, comme le dit l'État togolais, et donc il n'y a pas de problème à ce que, bon, on les inquiète. Maintenant, si, vous savez, depuis le début de cette lutte entre griffes selon le M106, ça a été une guerre de communication et ça reste toujours une guerre de communication. Et de la part du gouvernement togolais et de la part du M106. Et donc, chacun essaie de tirer quand même le drap de son côté. Chacun essaie de se voir le mieux possible hein, que par l'autre. Et donc, c'est une guerre de communication aujourd'hui. Si ces gens-là se retrouvent au niveau des Nations Unies, à Washington ou bien à New York, c'est premièrement hein, pour essayer de prouver que votre mandat d'arrêt international ne fonctionne nulle part. Vous aurez pu constater même dans des vidéos sur les plateformes et même sur les réseaux sociaux que bon, à chaque moment que ces personnes-là franchissaient hein, une barrière de l'aéroport, ils le disent que non, voilà, je viens encore de franchir un aéroport, je viens encore de traverser hein, un aéroport, une frontière, et donc votre mandat d'arrêt international ne s'arrête juste qu'à Hila Kondji ou bien peut-être au niveau de Aplao. Donc aujourd'hui, c'est une guerre de communication avant toute chose. Tout compte fait, moi je me dis, bon, ce sont des Togolais et ils peuvent hein, parler du Togo où et quand ils le désirent. Et un Togolais qui désire que bon, le Togo aille bien, ce n'est pas du tout mauvais. On peut ne pas épouser leur idéologie, mais tout compte fait, ce sont des gens qui veulent aussi que le Togo émerge, que le Togo se développe et que les Togolais arrivent à bien vivre. Et certains Togolais se retrouvent en eux. Donc, à un moment donné, il faut leur prêter oreille attentive. Moi, ça me fait un peu de la peine que le Togo se retrouve hein, dans les tribunes de l'ONU comme ça, même si on ne les voit pas dans la salle, mais quand même c'est une sorte de communication et peut-être qu'ils vont rencontrer hein, certaines personnalités de l'ONU. Vous savez que l'ONU a... Ils ont quand même affirmé avoir rencontré certains partenaires. Oui, donc quoi qu'il en soit, vous savez, les Nations Unies, c'est une organisation quand même assez ouverte aux populations, et surtout quand il s'agit des questions des droits de l'homme. Peut-être on ne va pas les voir hein, assis comme ça avec les plus gros dirigeants de l'ONU, mais il y a des particules de cette organisation-là qui vont se charger de les recevoir. Donc, à un moment donné, c'est l'image du Togo qui est écorchée. Et quand on sait très bien qu'à chaque moment, on va à l'EPU, examen périodique universel, pour parler des questions des droits de l'homme. Ces questions-là vont encore revenir, en plus du cas de Prince Fadel, d'Aziz Gomé et tout. Vous voyez que ça ne polie pas véritablement l'image du Togo. À chaque fois, le ministre Doucet essaie quand même de faire un travail de fond pour essayer de polir l'image du pays. Mais si ces questions-là viennent à chaque moment, vous voyez que c'est l'image du Togo qui est écorchée et l'image des dirigeants surtout qui est écorchée. Donc je pense qu'à un moment donné, le gouvernement doit sortir de cette guerre de communication aussi parce que c'est quand même le gouvernement, il ne faut pas se rabaisser à un certain niveau. Mais le M106, ils sont quand même dans leur rôle, ils veulent se faire entendre, ils veulent aboutir à quelque chose. Et donc les dossiers qu'ils tiennent aujourd'hui par rapport aux cas de torture et autres, là, on les a tous vus ici au Togo. Il y a eu des gens qui ont témoigné, les dames à ma vie, qui ont été bastonnés et tout avec des bleus partout sur le corps. Les gens ont eu à témoigner par rapport au cas de torture, même Amron a eu à témoigner. Vous savez, la justice internationale intervient la plupart du temps
quand la justice nationale est faible. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être je vais faire un crochet par rapport au trait des 3 pays de l'AES et de la CPI, mais moi je me dis que ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos justices soient indépendantes et assez fortes. Si vous n'arrivez pas à juger les cas de crimes de guerre, crimes contre l'humanité chez vous, dans votre pays, alors c'est dans cette mesure-là que la Cour pénale internationale va intervenir. C'est vrai, la Cour pénale internationale a ses faiblesses, mais les cas que la Cour pénale internationale juge ne sont pas inventés, ce sont des cas réels. Quand on parle des 3000 morts en Côte d'Ivoire, ce sont des cas réels. Quand on parle du cas de Hissène Habré et autres, là, heureusement que lui, il a eu à être jugé par la justice sénégalaise. Quand on parle du cas de Jean-Pierre Bemba, ben, ce sont des cas factuels. Donc, à un moment donné, nous, Africains, on doit arriver à se remettre en cause et savoir que nous sommes en train de diriger premièrement pour les populations et donc nous devons tout faire pour protéger la population. La plupart des cas de violence sur les populations interviennent en période post-électorale, même pré-électorale. Donc, à un moment donné, si on ne veut pas s'accrocher au pouvoir en tuant les populations, je ne suis pas sûr que la CPI va intervenir. Donc, c'est à nous de nous remettre en cause. Donc, aujourd'hui, revenons au cas du Togo. Quand nous refusons de faire les choses à l'intérieur, ben, l'international va nous écouter. Le cas Amouron, moi j'aurais voulu que le procureur de la République se saisisse de cela et ouvre une enquête judiciaire. Malheureusement, ce n'est pas fait. Peut-être que ça va se faire. Bon, ce n'est pas encore fait. Il y a eu des cas de mort, il y a eu une enquête qui est ouverte. Personne ne sait quand est-ce que ça sera clôturé. Donc si à l'intérieur, nous-mêmes, on ne fait pas des travaux de contrition, ben, l'international ne va pas nous prendre au sérieux et bon, on va faire la part belle à des citoyens qui se déplacent pour aller quand même porter la voix de cette population-là qui est entre griffes opprimée. Selon la presse française, une délégation togolaise a été à Paris en France pour tenter d'obtenir de son côté l'exécution de ces mandats. Alors, les mandats d'arrêt internationaux ont-ils, selon vous, une portée politique? Peut-on les négocier, je veux dire? Oui, nous sommes quand même dans le cadre des pouvoirs politiques. Et donc, la plupart du temps, dans nos pays, même dans nos pays, même à l'international, les politiques agissent souvent sur les cas des cas judiciaires, ça arrive, mais pas tout le temps. Vous savez, dans le cadre de la justice française, c'est une justice assez indépendante. Hein, la plupart des justices occidentales, ce sont des justices assez indépendantes et donc il va être très difficile de passer par la voie de la négociation politique pour extrader quand même un citoyen parce que ce sont des pays qui essaient de polir leur image à l'international par le fait d'un certain nombre de choses. Même s'il faut extrader un citoyen qui est reconnu coupable d'un certain nombre de faits, la plupart du temps, ces pays-là n'envoient pas le citoyen dans son pays d'origine. On l'envoie ailleurs. Parce que pour le protéger, on estime que bon, voilà, quoi, le pays n'est pas bien pour quand même la protection des droits de l'homme de cet individu-là. Je prends juste le cas du jeune Ivoirien Gbagbo Koné. Ben, c'est vrai qu'il a été arrêté par la justice française, il a été jugé même par la justice française, mais pour l'extrader, on ne l'a pas envoyé en Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé au Burkina Faso. C'est pour la protection de cette personne-là. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, ces pays-là sont très respectueux des droits de l'homme, même si à un moment donné, on peut négocier les cas d'extradition, les cas d'émission des mandats d'arrêt internationaux et tout ça. C'est très infime hein, que ça porte fruit, d'autant plus que vous savez, nos pays, avec ces pays-là, ce n'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. C'est vrai, on va dire que nous sommes un État souverain comme ces pays, mais ce n'est pas du tout la même catégorie. On ne joue pas dans la même catégorie, donc on ne peut rien imposer quand même à ces dirigeants-là. Donc, il en va de leur image. Donc, si aujourd'hui, vous-même, vous faites des rapports et vous voyez que ce pays-là ne respecte pas totalement les droits de l'homme, et puis vous extradez un citoyen, quelqu'un qui habite chez vous dans ce pays-là, vous voyez un peu que votre image à l'extérieur sera salie. Donc, ces pays-là ne sont pas en mesure quand même de faire ça aujourd'hui. C'est vrai, dans la sous-région, ce sont des choses qui arrivent très souvent. On l'a vu dans le cas d'un Béninois qui a été arrêté Manu Militari en Côte d'Ivoire, déporté directement au Bénin. On a vu le cas de Lida Kwasi, hein, qui était au Togo, qui a été aussi envoyé en Côte d'Ivoire.
bon, le Togo a rempli quand même les conditions d'extradition et il y a un accord d'extradition entre la Côte d'Ivoire et le Togo aussi. Dans ce cas-là, c'est quand même respecté. Mais il y a plusieurs cas où les pays africains, entre eux, ne respectent pas véritablement les conventions quant à ce qui concerne l'extradition et les mandats d'arrêt. Alors, cette mission dont nous parlons tout à l'heure, hein, n'aurait toujours pas porté ses fruits, selon les informations. Alors, les pays occidentaux douteraient-ils, selon vous, des accusations portées par le Togo contre ses compatriotes? Oui, vous savez, ce qui plaide aujourd'hui en faveur de ces Togolais-là qui sont incriminés par la justice togolaise et même de ces Togolais qui, à un moment donné, on leur reproche des cas de terrorisme sur le plan national, c'est que leurs interventions, c'est dans le cadre de la politique togolaise. Voilà. Et donc, quand vous reprochez, ou bien quand vous dites que bon, les gens sont des terroristes et autres, là, ça va être très difficile d'arriver à le prouver, d'autant plus que ce sont des gens qui sont à l'extérieur. Et donc, le Togo aura toutes les difficultés du monde pour prouver réellement que ce sont des terroristes, puisque bon, ce sont des gens qui, à un moment, ont juste demandé à ce que les populations manifestent librement. Maintenant, on va me dire que non, ils n'ont pas demandé ils n'ont pas formulé les demandes bon, quant à ce qui concerne la loi Togo et tout. Mais il y a aussi d'autres choses. Ça fait plusieurs années que des partis politiques demandent à manifester et tout, mais ça a été toujours un refus catégorique. Donc on peut mettre ça sous le dos. Hein, les manifestations sauvages, hein, on peut mettre ça sous le dos du fait que bon, le gouvernement refuse systématiquement aux opposants d'organiser des manifestations pacifiques. Et donc, même sur le terrain, les cas de bastonnade et autres là qu'on a constatés, les cas d'énergie et autres, vous savez, ce sont des pays qui font des enquêtes. Eux-mêmes, ils essaient de faire des enquêtes, ils ont des ambassadeurs ici. Ce n'est pas pour rien qu'au lendemain de ces manifestations-là, le gouvernement a demandé à rencontrer la diplomatie occidentale, pratiquement, eux tous, ils étaient là. Donc, c'est pour expliquer un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'ils sont là sur le terrain, ils observent tout ce qui se passe dans le pays. Et ils ont des envoyés spéciaux à chaque moment sur le terrain. Leurs journalistes, bon, les journalistes des médias internationaux et autres là, voient des choses. Et puis, ce sont des gens qui sont très bien informés aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas plaider en faveur du gouvernement togolais. Et donc, moi, je pense que ces pays-là pensent juste que non, l'État togolais demande l'extradition de ces citoyens-là, tout simplement parce que leurs opinions politiques divergent de celles du gouvernement. Ces mandats d'arrêt sont-ils perçus aujourd'hui par ces pays occidentaux comme une tentative de réprimer la liberté d'expression des Togolais? Sinon, pourquoi, selon vous, autoriser des déstabilisateurs d'un pays en griffe, hein, aux États-Unis spécialement, à l'ONU? Bon, chacun essaie quand même de tirer son épingle du jeu, comme je venais de le dire. Le gouvernement voulait faire voir toute sa puissance sur le plan international, faisant extrader quand même ces citoyens-là. Mais moi, je me dis, on n'a pas besoin d'en arriver là, parce que quand vous voyez pratiquement tous les contours, et surtout, vous savez que c'est dans un contexte politique que cette demande, bien, ces mandats d'arrêt ont été formulés. Et donc, ça va être très compliqué que ces pays-là acceptent quand même de laisser ou bien d'arrêter quand même les citoyens togolais sur leur territoire. Donc, moi, je me dis, on n'a pas besoin d'en arriver là maintenant. Par quel moyen le Togo va-t-il procéder pour pouvoir avoir gain de cause? Ça ne concerne que les autorités togolaises. C'est à eux de savoir réellement comment procéder. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va être très compliqué pour l'État togolais d'avoir quand même gain de cause dans cette histoire, parce que c'est après des manifestations politiques et autres. Et surtout, à chaque sortie de ces personnes-là, ils parlent de la politique togolaise, de la mauvaise gestion du Togo, et ils s'attaquent beaucoup plus à la gouvernance et tout. Et donc, ces pays-là, eux, vont se dire que non, c'est tout à fait normal, et donc on ne peut pas arrêter des citoyens juste à cause de leur opinion politique. Vous voyez aujourd'hui en France, les gens, même en manifestant, demandent la démission d'Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron n'a jamais demandé à ce qu'on les arrête, ou bien la justice française n'a pas formulé quand même des demandes d'arrestation de ces individus-là qui demandent la démission d'Emmanuel Macron. Et donc au Togo, si la diaspora togolaise demande à ce que M. Faure Gnassingbé démissionne, ou bien demande à ce que les Togolais manifestent pacifiquement par rapport à la gestion qui est faite, ou bien par rapport à la vie chère,
ben, ces pays-là vont se dire que non, vous êtes en train de marcher sur la tête en voulant formuler quand même une demande d'extradition ou bien un mandat d'arrêt international contre des individus qui, à un moment donné, sont épuisés quand même de la gestion qui est faite du pays. Donc, essayez quand même de résoudre vos problèmes. Je pense que nous devons aller beaucoup plus dans ce sens-là de résolution de la crise, d'apaisement que d'essayer quand même d'estrader des Togolais. Parce que moi, arrêter les concitoyens, des gens qui veulent le bien du pays et tout, moi, ça me... On peut tout dire. On peut tout dire, mais chacun a sa manière de faire les choses. Tout le monde ne peut pas être poli quand il est vexé. Certains versent dans les insultes, dans les injures pratiquement parce qu'ils sont vexés. Mais d'autres personnes arrivent à dire les choses de manière beaucoup plus courtoise. Vous voyez un peu, donc voir juste ce que ces gens-là reprochent à nos gouvernants. Et je pense qu'essayer de résoudre le problème nous fera beaucoup plus grandir. Sinon, actuellement, si ces gens-là, aujourd'hui, on les voit un peu partout, à New York et tout ça, en train de demander à ce que justice soit faite aux gens qui sont torturés, en train de plaider la cause des Togolais. Dans les normes, c'est le rôle des politiques. Mais si on arrive là, jusqu'à ce que bon, des gens qui étaient des bérétiseurs sur les réseaux sociaux se retrouvent dans cette posture de politiciens, c'est parce que la classe politique et les partis politiques du pouvoir et ceux de l'opposition ont lamentablement échoué. Et c'est quand même déplorable. Maître Benoît Afangbedi, dans ce même contexte et dans une tribune, je suppose que vous avez également lu cela, a souligné la nécessité pour le Togo de recourir à la coopération judiciaire internationale afin de poursuivre les auteurs de troubles. Pour lui, aujourd'hui, les mandats d'arrêt internationaux avec le concours d'Interpol seront exécutés. Alors, selon vos analyses dans le début, est-ce que cela veut dire que le Togo ne coopère pas encore avec Interpol? Et également, que pensez-vous de cette sortie de Maître Benoît Afangbedi? Moi, je ne saurais le dire parce que, vous savez, Maître Gilles Benoît Afangbedi, je ne sais pas s'il est avocat de l'État togolais, jusque-là, je ne sais pas trop. Tout compte fait, il communique beaucoup depuis cette crise-là et peut-être que, bon, il en sait beaucoup plus. Mais j'aimerais un peu qu'on inverse le rôle. Imaginez que, bon, lors des manifestations du CST, pendant qu'il était encore dans l'opposition, on fasse la même chose contre le CST, tout simplement parce que vous avez eu à organiser une manifestation. Une manifestation entre-temps aussi, à un moment donné, il y a eu des violences de part et d'autre. Donc, si jamais on lance Interpol à leur trousse ou bien on formule quand même des mandats nationaux contre eux, des mandats d'arrêt contre eux, est-ce qu'ils seraient contents? Donc, moi, je ne veux pas juste qu'on aille sur le terrain de l'affrontement. Ce n'est pas bien pour le Togo, ce n'est pas bien pour l'image du pays. Parce que quoi qu'on dise, les Togolais de la diaspora, ils font quand même beaucoup pour ce pays-là. Et beaucoup de Togolais aujourd'hui, même cette année, beaucoup de jeunes Togolais vont à l'école grâce à cette diaspora. Et donc, on ne peut pas quand même jeter ceux-là par-dessus, bon, bien clouer quand même au pilori, ceux-là qui veulent juste que le pays se porte bien. C'est vrai, il peut y avoir certains écarts dans toute lutte, dans toute chose. Il y a tout n'est pas droit, tout n'est pas dans les normes. Et donc, à un moment donné, moi, je ne veux juste pas qu'on aille sur ce terrain. Mais s'ils pensent qu'une coopération judiciaire peut aider le Togo à polir son image, ou bien peut-être, moi, je ne sais pas. Moi, je me dis juste que c'est un désir de vengeance pour dire que non, nous voulons réellement prouver l'État togolais. Nous voulons juste prouver que nous sommes forts plus que ces individus et donc nous allons tout faire pour pouvoir les faire arrêter. Donc, si alors, jamais selon ça vos analyses dès le début, vous aviez parlé d'une coopération avec Interpol pour l'exécution efficace de ces mandats d'arrêt. Oui, ce n'est pas l'État qui formule quand même la demande de mandat international. C'est la justice qui, après avoir constaté un certain nombre de faits, lance quand même un mandat d'arrêt international contre l'individu. Un mandat d'arrêt international qui est porté à la connaissance de l'Interpol. L'Interpol qui essaie quand même de faire la notice rouge. Notice rouge, après, on alerte quand même les autres États par rapport à la recherche de l'individu incriminé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si l'État togolais ne l'a pas fait, bon, encore je doute que un État aussi sérieux comme le Togo ne puisse pas le faire. Donc moi, je pense que l'État togolais l'a fait. Peut-être que, puisque la formulation de mandat d'arrêt international
n'est pas une obligation pour un pays hein, d'arrêter l'individu. Et donc peut-être ces pays, après avoir enquêté autour de cette affaire-là, se disent que non, ce n'est pas du tout normal qu'on appréhende un individu. Comme les conditions ne sont pas vraiment réunies pour pouvoir les arrêter. Si les conditions étaient réunies, on allait arrêter ces individus-là et peut-être les extrader au Togo. Des images à l'ONU montrent une délégation officielle togolaise huée par les compatriotes de la diaspora. Je suppose que vous avez également vu ces images. Que vous inspirent ces images en tant qu'analyste? Ça me rappelle 2017, où les officiels togolais étaient hués de partout, Bruxelles, Allemagne, Washington, un peu partout, ils étaient hués. À chaque moment, on criait hein, sur eux. Ce sont des choses qui... parce que quand on parle d'autorité du pays, on parle quand même du pays. Ce sont les représentants du pays. C'est le drapeau quand même du pays qui se déplace à ce moment-là. Et donc, moi, ce sont des situations qui me peinent. C'est pourquoi je dis toujours que nous, Togolais, devons nous résoudre à résoudre nos problèmes ici, chez nous et entre Togolais. Parce qu'on nous a toujours appris à discuter de nos problèmes et à les résorber autour d'une table de discussion. Malheureusement, aujourd'hui, c'est deux camps opposés. Une frange qui est en train de crier sur l'autre et l'autre aussi qui essaie de se défendre, c'est-à-dire le gouvernement. Donc aujourd'hui, quand moi j'ai vu une délégation, parce que moi je n'ai pas vu le ministre Doucet dans cette délégation-là, on dit que c'est bon, c'est sa délégation, les gens criaient et puis jusqu'à ils entraient dans les couloirs de l'hôtel et tout. Ça ne fait pas bonne presse. Ça ne fait pas bonne presse, mais je peux dire que c'est nous-mêmes qui avions quand même créé cette situation-là. Les populations, ils sont là, ils demandent toujours. Mais si vous refusez de les écouter et puis vous voulez opposer une communication frontale, ils vont se défendre avec ce qu'ils ont. Et donc, c'est ce que ces populations-là sont en train de faire. Ils se disent, bon, nous on est à l'extérieur et donc on va vous montrer que, bon, ici, c'est pas le Togo. Donc, vous voulez dire que c'est la faute aux autorités elles-mêmes? Oui, les autorités sont là pour résoudre les problèmes. Si vous ne résorbez pas les problèmes, ben, à un moment donné, les gens vont crier sur vous. C'est ça. Je ne dis pas que c'est normal hein, ce qui se passe de l'autre côté de New York avec la délégation la supposée délégation du ministre Robert Doucet. Tout compte fait, c'est quand même l'image du pays qui est salie à l'extérieur. Donc moi, ça ne me fait pas du bien. Je me rappelle hein, de Jerry Tama qui avait été traité de tous les noms d'oiseaux, comme quoi il est en acquaintance avec le pouvoir et puis on lui a jeté des œufs pourris dessus à Bruxelles. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux plus qu'on revoie ce genre de scène. Quand on arrive à résoudre nos problèmes hein, en tant qu'hommes civilisés, je pense que notre pays se portera mieux. Il faut qu'on sorte de cette communication frontale-là, de cette guerre de tranchées qui nous profite personnellement, pas à tout le Togo. Parce que, quoi qu'on dise, les autorités sont des Togolaises et le groupe M66 aussi sont des Togolais. Donc, à un moment donné, nous devons nous asseoir et essayer de discuter de nos problèmes. Eh bien, nous l'avons vu récemment, le Mali aurait extradé un activiste togolais. La Côte d'Ivoire a également fait de même. Vous l'évoquiez dès le début de nos échanges. La Côte d'Ivoire a extradé vers le Bénin un activiste de nationalité béninoise. Les mandats d'arrêt, selon vous, fonctionnent-ils plus entre pays africains? La plupart des pays africains, moi, quand je constate les extraditions à chaque moment entre les pays africains, sont des extraditions qui ne respectent pas véritablement les normes. Disons la vérité, sont des extraditions, on prend un individu à l'aéroport, même, hein, il suffit juste qu'un politique fasse un coup de fil quelque part, que non, j'ai un tel individu sur votre territoire, donc arrêtez-le. Donc, il arrête aussi. C'est comme ça la plupart du temps hein, que se passe la coopération entre les pays africains. C'est juste dommage pour les citoyens africains parce que moi, il faut quand même qu'on aille beaucoup plus. C'est pour cela que les pays occidentaux ne nous prennent pas au sérieux quand il s'agit du respect des droits de l'homme. Parce que premièrement, on n'arrive pas à avoir des justices équitables pour les citoyens et on va se permettre quand même de les extrader. Il n'y a pas véritablement de protection. Quelqu'un qui a un statut de réfugié, on se permet de l'extrader juste comme ça. Après, on vient dire que non, moi je ne savais pas que cet individu-là avait un statut de réfugié au Togo. Ben, comment se fait-il qu'un État arrête un individu
et puis ne vérifie pas les papiers, ne voit pas tout le contour de cet individu-là avant de procéder quand même à une extradition. On le prend juste, on le jette dans un avion et puis bon, direction Bénin. Non, ça ne se passe pas nulle part comme ça. Donc, à un moment donné, nous devons nous prendre au sérieux. Les pays africains doivent se prendre au sérieux. Moi, quand je vois ce genre de choses, je me dis, bon, c'est du gangstérisme d'État, tout court, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que cela. Vous faites une chose sans pour autant vous assurer que cet individu-là sera protégé là où vous l'extradez et puis vous l'envoyez quand même. Ce n'est pas du tout normal. Alors, Monsieur Gabin, assistons-nous aujourd'hui à un conflit de récits. Je m'explique. Le gouvernement présentant le M66 comme des criminels, tandis que le mouvement de son côté se présente comme défenseur du peuple. Comment la communauté internationale analyse-t-elle cette contradiction? La différence, c'est que le gouvernement est en train de gérer quand même un État et le groupe M66 qui aujourd'hui... pour moi, je le vois comme les gens de la société civile, hein, parce qu'ils parlent de la vie sociale, des conditions de vie des Togolais, donc je les vois comme les gens de la société civile. Moi, c'est un peu, ça me fait rire, mais au même moment, ça me fait pleurer parce que nous sommes dans une situation où on ne connaît pas véritablement notre rôle. Parce que moi, je me dis, depuis le début, de rôle? Oui, depuis le début, le gouvernement devait se mettre dans une posture d'apaisement, c'est-à-dire pas dans une communication assez virulente, comme on l'avait vu. Moi, j'aurais voulu que quand le gouvernement sorte, qu'on nous dise que non, les jeunes, on vous écoute. Parce que vous savez très bien, les jeunes, leur réaction ne sera jamais comme les vieux. C'est du sang bouillant et tout ça là, c'est des gens qui voient leur avenir peut-être hypothéqué, donc ils se disent, ben, il va falloir qu'on réagisse. Donc vous voyez quelqu'un qui se dit peut-être être en étau, la manière dont il va réagir vis-à-vis des autorités, ben, ça va être assez dégueulasse, excusez-moi le terme. Donc aujourd'hui, quand moi je vois la communication du gouvernement hein, après ces manifestations-là, je me dis qu'on a raté le coche. C'est à ce moment-là qu'on a raté le coche. Il s'est posé un problème de communication. Les populations voulaient que le PC sorte, qu'il parle à la population. Je vous écoute. Nous allons prendre les mesures pour que les choses aillent dans les normes. Qu'ils vous en souviennent, c'est cette histoire de 12,5% de la société qui a occasionné tout, qui a beaucoup plus fait exacerber la crise sociale au Togo. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé ici tout simplement parce qu'on a raté le coche par le biais de notre communication, tout court. Donc aujourd'hui, bon, le M66 et les autres activistes qui ne sont même pas du M66, ils se disent être en droit de revendiquer ce qui est normal, ce qui est bien pour le peuple togolais. Si tu leur poses la question aujourd'hui, ils vont te dire qu'ils veulent juste de meilleures conditions de vie pour les Togolais, ce qui n'est pas du tout anormal. Ce qui n'est pas du tout anormal. C'est le gouvernement qui gère la nation et donc c'est la stabilité, la paix sociale, tout ça incombe quand même au gouvernement et c'est au gouvernement de savoir communiquer par rapport à une crise. Malheureusement, la communication n'a pas été bien faite. Selon moi, la communication n'a pas été bien faite et aujourd'hui, on se retrouve dans cette posture-là. Mais ce n'est pas tard. On peut encore sauver les meubles. Si on se reprend et qu'on fasse quand même amende honorable, on peut sauver les meubles. Merci beaucoup, M. Gabin Adjaro. Je rappelle que vous êtes juriste et puis analyste. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de fin. Que Dieu bénisse le Togo et vivement que chacun arrive à jouer son rôle pour quand même l'émergence de ce pays. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Le Continent. Nous avions discuté de l'actualité sociopolitique. Ici au Togo, on se donne rendez-vous la prochaine fois sur Tout TV Africa.